L'Iran est revenu en grâce sur la scène internationale avec la signature de l'accord sur son programme nucléaire en 2015, un accord dont le sort est désormais incertain parce que Donald Trump pourrait le dénoncer. On va parler de ça et de la possibilité de voir l'Iran se démocratiser avec le prince Reza Pahlavi, héritier du trône iranien, le fils du Shah contraint à l'exil. Il a accordé un entretien à Tout un monde des États-Unis où il vit en exil. Mais juste avant, Patrick Chaboudet, pour se remettre les idées en place, on parcourt avec vous le chemin de l'Iran entre la révolution de 1979 et aujourd'hui. Oui, tout d'abord, cette archive de la RTS Interview du Shah en octobre 1978. Je peux traduire et mettre en exécution ce qui est dans l'intérêt de mon peuple. Je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce que le pays a besoin, les vraies nécessités du pays. Oui, illusion ou aveuglement, car à cette époque, le lien entre le Shah et les Iraniens est rompu. Après des mois de manifestations contre son régime, il quitte l'Iran en janvier 1979 et se réfugie en Égypte. Explose, exulte, le Shah est parti, partout on crie le Shah ne reviendra plus, Khomeini reviendra. Ce jour-là, entre Téhéran et le cimetière de Behesht e Zahra, 30 km d'asphalte, 30 km de foule, une longueur incalculable d'espoir. Et le 1er avril 1979, c'est la création de la République islamique, approuvée à 98% par référendum. En novembre de la même année, c'est l'attaque et la prise d'otage de l'ambassade américaine à Téhéran. La crise va durer 444 jours. Elle va marquer profondément les relations entre les États-Unis et l'Iran. Haine, méfiance et suspicion. Eh bien, il y a tout de même, entre la République islamique et l'Occident, un premier moment d'embellie. Oui, c'est vrai, un espoir d'apaisement, de relations plus ouvertes avec l'élection en 1997 du réformateur Mohammad Khatami à la présidence de la République. Mohammad Khatami pourrait être le Gorbatchev iranien, l'homme du changement. Mais ce changement ne va pas vraiment se concrétiser car la présidence en Iran est une fonction avant tout symbolique. Le vrai pouvoir, c'est l'ayatollah Khamenei qui l'exerce et il verrouille les tentatives d'ouverture de la société et des institutions. Et à partir de 2003, c'est le programme nucléaire iranien qui devient l'enjeu d'un bras de fer. Oui, alors menace utilisée par le président conservateur Mahmoud Ahmadinejad, sanctions à répétition de l'ONU, puis ouverture de négociations. Elles sont longues, elles sont ardues. La ténacité est finalement récompensée avec un accord signé le 14 juillet 2015. Le retour de l'Iran sur la scène internationale est désormais possible. Mais il ne dépend que de ce grand pays de le réussir. Mais c'est un retour de l'Iran qui déplaît souverainement à Donald Trump. The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions. Frankly, that deal is an embarrassment to the United States. Oui, à la tribune de l'ONU la semaine dernière, il dénonce cet accord, un des pires jamais signés et un embarras pour les États-Unis. Alors quand Donald Trump fait cette dénonciation, un accord honteux passé avec un régime meurtrier, est-ce qu'il a raison ? C'est le début de notre discussion avec Reza Pahlavi, l'héritier du trône iranien, qui nous a accordé un entretien. Mieux vaut avoir un accord qu'aucun accord. Parce que la menace d'un engagement militaire ou tout ce qui pourrait en suivre ne serait ni dans l'intérêt de notre pays, ni dans l'intérêt du monde et ne serait-ce que seul dans l'intérêt de ce régime. Par contre, l'accord en lui-même, à mon avis, n'était pas complet, dans le sens où, limitant la question juste sur le nucléaire, sans parlant des questions de droits de l'homme ou alors ce qui se passera une fois que les fonds sont libérés. Comment ces fonds vont être utilisés? Est-ce que ça va être dans l'intérêt de la nation ou le régime en profite pour financer son avant-garde, que ce soit en Syrie, en Liban ou ailleurs? Mais mon point d'intérêt, ça reste sur la question fondamentale qui est la survie de notre pays, le futur de notre nation et le fait que ce régime, depuis son installation il y a presque 40 ans maintenant, a été, si vous voulez, l'élément qui a isolé notre pays, qui a pris nos citoyens en otage, qui est au fait le barrage et l'obstacle à ce que notre pays puisse évoluer et rester dans un sens libéral et démocratique du terme, un pays dans une bonne direction. Malheureusement, depuis la Révolution, notre pays n'est que dans une dégringolade catastrophique, que ce soit au niveau économique, que ce soit dans le sens de l'abus des libertés d'un peuple et surtout d'un avenir, une chance pour un avenir meilleur. Mais l'accord sur le nucléaire avait permis à l'Iran de revenir sur la scène internationale. Il y a eu une levée partielle des sanctions. Des entreprises occidentales ont recommencé à faire des affaires avec l'Iran. Est-ce que ça n'est pas au bénéfice de la population? Pas du tout, parce que l'argent, au fait, c'est contrôlé par qui? C'est contrôlé tout d'abord par une mafia paramilitaire qui, depuis le début, est en symbiose avec ce régime des moullas, qui ne s'intéresse pas
à l'intérêt de notre nation, mais qu'à leur propre survie et leur propre intérêt. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le régime dépense des milliards de dollars à l'extérieur de notre pays, dans des pays qui n'ont rien à faire avec nous, pendant que nous avons des ouvriers qui crèvent de faim, des jeunes qui ne peuvent pas trouver du travail, et tout est basé sur un système d'avoir payé une espèce de barshish ou avoir des relations privilégiées avec ceux qui contrôlent le pays, et la majorité du peuple est en dehors de ce cercle. Donc pas du tout, c'est pas dans l'intérêt de la nation, malheureusement. Mais c'est quand même un régime avec lequel on doit discuter, selon vous ? Vous savez, ça dépend. On peut discuter avec le diable. Est-ce que ça va donner les bons résultats ? Si ce régime, depuis 40 ans, a peur du simple fait de laisser la nation s'exprimer, quand c'est un régime qui ne permet pas à ce qu'il y ait des élections libres, quand vous avez affaire avec un régime qui emprisonne les prisonniers politiques et de conscience, quand vous avez affaire à un régime qui impitoyablement a une politique de discrimination envers les minorités religieuses, est-ce qu'on peut vraiment avoir un dialogue sensé quand on voit que ce régime et sa survie dépend justement d'aller dans le sens contraire, d'avoir une attente que ce régime ait un changement de comportement a été dès le début une fausse attente de la part de l'Occident, en pensant qu'on peut coexister dans un monde rationnel avec ce type de régime. Ceci n'est pas possible. Ce qu'on a appelé la révolution verte en 2009 a été réprimée, fortement réprimée. Depuis, plus rien. Est-ce que cette énergie-là, celle qui a mené à ce soulèvement, à ce début de soulèvement en 2009, a disparu ? Non, elle se manifeste d'autre façon. N'oubliez pas une chose, c'est qu'il y a quelques années, on pensait toujours avoir peut-être un petit espoir à ce que des réformateurs puissent petit à petit obtenir plus de droits ou plus de possibilités dans ce régime même. On a bien vu que ce régime ne peut pas se réformer. Ils écrasent toute pensée qui met en garde le guide suprême et toute une bande de personnes non élues. Et donc, vous n'avez aucune manière de pouvoir politiquement, on ne peut pas changer la loi, on ne peut pas changer la Constitution, il n'y a aucune méthode. Et donc, l'espoir de réforme, au fait, est devenu presque perdu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la jeunesse actuelle de notre pays, qui représente le tiers de notre population, c'est-à-dire presque 30 millions de personnes qui ont moins de 35 ans, que va devenir cette jeunesse ? Quel espoir ont-ils ? Même s'ils arrivent à terminer d'une manière ou d'une autre leurs études, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de possibilité de fonder une famille, de pouvoir avoir un espoir de liberté, de possibilité d'agir. Dans ce contexte, elle se manifeste. Malgré la répression, dans un contexte de désobéissance civile, il y a des organisations différentes au niveau de notre société civile qui essaient de résister tant qu'ils peuvent, que ce soit les étudiants, que ce soit les intellectuels, que ce soit les journalistes, que ce soit les avocats, que ce soit les ouvriers. Et ils ont besoin d'avoir un coup d'aide. Et là, je dois dire que la politique extérieure de certains pays est un rôle capital. Par exemple, pour qu'il y ait un soulèvement large en Iran, il faudrait une aide extérieure, c'est ce que vous dites. Quand on voit les modèles de changement non violents, je vous donne quelques exemples. L'Afrique du Sud, la Pologne à l'époque de l'ère Walesa, et beaucoup d'autres exemples pareils, où sans avoir une intervention extérieure militaire, il y a eu des changements politiques dans tous ces pays fondamentaux. Et c'est à travers un soutien d'abord aux forces de changement, non seulement à travers un appui moral, mais des aides pratiques d'organisation, de communication, d'information, etc., et même de financement, et en même temps la pression qui a été mise sur certains de ces régimes. Nous parlons d'un régime qui est dans une direction d'implosion. Et c'est justement cette implosion qu'il faut réfléchir. On ne peut pas tout simplement demander à un peuple de se soulever sans avoir une idée claire de l'alternative. Et cette alternative, il faut la travailler. Sinon, on tombe dans un argument d'anarchie qui n'est dans l'intérêt de personne. Mais qui est en position de le faire aujourd'hui, Reza Pahlavi ? Il y a les États-Unis, il y a les alliés européens, il y a beaucoup de pays de la région qui sont bien concernés par cette politique iranienne, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit l'Égypte, que ce soit Israël, que ce soit les autres pays du Golfe Persique et beaucoup d'autres de nos voisins. Et je dois dire par là, même les Russes. Les Russes, à long terme, n'ont pas intérêt à avoir une propagation de ce radicalisme, que ce soit sunnite ou chiite, dans leur environnement. Et est-ce qu'à l'intérieur du pays, quelqu'un serait prêt à prendre le mouvement, la tête du mouvement ?
On ne peut pas mettre le doigt sur une organisation particulière ou des individus particuliers. Et c'est là où je vous dis que si l'optique extérieure internationale vers l'Iran dépasse le status quo, je vous pose cette question, Eric. Vous ne trouvez pas ceci un peu étrange que dans 40 ans presque, aucun gouvernement étranger, surtout des pays clés occidentaux, n'a jamais eu un dialogue officiel et direct avec les forces politiques démocratiques laïques iraniennes dans toutes ces années? Comment pensez-vous qu'on puisse trouver des alternatives quand on parle uniquement à un régime qui est représenté par des oppresseurs? Bien sûr qu'on ne trouvera pas une réponse. Par contre, si on rentre dans un dialogue, et par là je ne dis pas cessez votre dialogue avec ce régime. Tout ce que je dis, c'est commencer un vrai dialogue avec les forces démocratiques laïques. Là, vous verrez un changement de cap, un changement de paradigme. Parce que ça donne à ces dissidents de l'espoir, ça donne à cette jeunesse un fait qu'ils ne sont pas abandonnés. Et tout ceci permet à renforcer et aider à ce que cette alternative puisse vraiment prendre de l'ampleur. Le potentiel existe, mais ça ne va pas arriver par miracle. Il faut le faire avant qu'il soit trop tard. Sinon, on tombe dans un scénario de crise et de coup d'État militaire ou Dieu sait quoi, mais c'est surtout pas dans l'intérêt d'une démocratisation de l'Iran. Quel est le rôle que vous voyez jouer là-dedans? Est-ce que vous pourriez revenir en Iran ou de l'extérieur commencer quelque chose et prendre la tête d'un mouvement? Écoutez, ma position reste la même depuis que j'ai commencé cette lutte au Caire en 1980. L'avenir de l'Iran doit être décidé à travers un vote libre de nos concitoyens et un référendum qui déterminera la forme finale et le système futur que le pays doit prendre. Je m'engage dans un contexte d'aider à ce que cette transition se fasse avec le coût minimum pour notre nation, que ce soit au niveau de perte de vie, que ce soit au niveau d'éviter la violence, dans un scénario de réconciliation nationale, c'est-à-dire un rôle critique que les forces armées ou paramilitaires du pays doivent jouer dans ce dénouement, et qu'ils aient un espoir de futur dans le sens de pouvoir survivre à un changement de régime plutôt que d'être menacés par un mouvement de vengeance qui n'est certainement pas une solution. Je ne sais pas qu'est-ce que le futur nous présentera, mais ce sera beaucoup plus facile pour nous de pouvoir le faire en tant qu'Iraniens en ayant l'aide et le soutien des pays démocratiques et libres du monde. Reza Pahlavi, il y a un problème dont on parle pratiquement pas, en tout cas dans les médias occidentaux, c'est la crise environnementale à laquelle doit faire face l'Iran. Il y a de graves sécheresses, des problèmes de déforestation. Quelle est l'ampleur et l'urgence de cette menace pour votre pays? Je dois vous dire que c'est une inquiétude pour moi, même plus que mon inquiétude de l'avenir politique de mon pays. Parce que si on n'a pas un pays pour commencer, on n'a rien à reconstruire. Et cette menace de sécheresse, ce manque d'eau, va devenir un cataclysme non gérable dans quelques années. Déjà, d'ici 20 ans, peut-être le tiers de notre population sera obligé de quitter leur lieu de vie parce qu'il y aura simplement plus assez d'eau. Où est-ce que vous vont aller? Ils ne peuvent pas venir en Europe, ils ne peuvent pas passer dans des pays voisins. Il va y avoir des guerres pour l'eau, pas seulement en Iran, peut-être dans toute cette région. Et ça doit être une question à avoir traitée en urgence. Malheureusement, ce régime en place s'en fout carrément. D'ailleurs, ils sont responsables en grande partie pour avoir complètement mal géré la question de l'eau. Par contre, nous avons des scientifiques, aussi bien en Iran et à l'extérieur, qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y a, bien entendu, une possibilité de trouver des solutions réelles, mais il faut le faire dès maintenant. Et or, tant que ce régime est en place, je vois difficilement la question adressée, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Je suis extrêmement concerné par cela, et je ne suis pas le seul. Je pense que beaucoup de mes compatriotes commencent à comprendre la menace réelle qui peut détruire notre pays une fois pour toujours, et peut-être des dégâts qui ne seront plus récupérables d'ici quelques années si on ne s'y met pas dès maintenant. Le prince Reza Pahlavi.